Alors, bonjour, chers parents du 21e siècle. Et oui, bonjour. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. On poursuit maintenant une nouvelle série sur l'ère des papas. Et oui, on veut équiper les papas dans l'éducation des adolescents. On est à la partie 1 et on a vu la semaine dernière des conseils pratiques pour l'éducation des préados. Maintenant, on passe à l'adolescence. On passe d'environ 12-13 ans jusqu'à 17 ans. Évidemment, certains chercheurs ou certains éducateurs vont dire que l'adolescence s'est prolongée. C'est prolongé jusqu'à 30 ans même. Pourquoi on dit ça? Parce que il y a des jeunes qui demeurent à la maison, qui sont aux études et après les études vont rester chez papa, maman pour accumuler de l'argent, pour pouvoir s'acheter une maison, par exemple. D'autres vont rester à la maison pour d'autres raisons. Et que le niveau de maturité, d'être en mesure de prendre des responsabilités, ce niveau-là tend à reculer. Donc, par exemple, il y a quelques décennies, on était à la début vingtaine, on était mariés et même à la mi-vingtaine, plusieurs avaient une propriété. Donc, les temps ont changé maintenant, évidemment, à cause de l'éducation. L'université, il y a de plus en plus de gens, du moins, il y a plus de jeunes qui vont à l'université qu'il y a 50 ans. Donc, ça joue un rôle. Il y a aussi les mœurs, la philosophie de vie, etc. Maintenant, si on touche aujourd'hui l'éducation des papas, pourquoi équiper les papas? Eh bien, parce que naturellement, beaucoup de femmes savent comment agir dans l'éducation des jeunes. Les papas, eux, ont moins d'assurance. Et c'est pour ça que souvent, c'est pas la seule raison, mais souvent, ils ne s'impliquent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'assurance et ils entendent les correctifs de leur conjointe comme étant des reproches. Même si ce n'est pas le cas, c'est comme ça que les hommes vont le vivre. Alors, dans le passé, on avait l'impression que les papas n'avaient pas d'intérêt à s'impliquer dans la vie de leur ado. Or, ce qui est intéressant, c'est que tout récemment, il y a des données qui ont été recueillies par Julien Gervais et Véronique Blais, en fait en 2021. Ils vont affirmer que 96% des pères, des papas, trouvent important de s'impliquer auprès de leur enfant. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on voit que la presque totalité des papas ont cet intérêt. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font bien? Ah là, c'est une autre question. Alors, ce qui arrive également, c'est qu'on observe que les pères s'impliquent davantage au sein de leur famille. Et ça, c'est pas seulement qu'ils s'impliquent, par exemple, en termes de temps, en termes de ressources, mais ils s'impliquent de plus en plus relationnellement. Alors ça a des réponses, ça a des répercussions positives sur le développement de chaque membre de la famille. Et c'est pour ça que les pères qui sont engagés avec leurs adolescents se sentent plus compétents et valorisés dans leur rôle de parents. Voyez-vous, il y a un lien entre ce sentiment de compétence et l'implication. Plus un papa se sent compétent, plus il y a l'énergie et la motivation de s'impliquer. Et ça fait partie justement de la caractéristique masculine. On est attaché à l'action, au faire, F-A-I-R-E. C'est à cause de notre constitution cérébrale qu'on est comme ça pour la plupart d'entre nous. Et n'oubliez pas, ici, on parle de généralité dans cette capsule radiophonique. On ne parle pas d'absolu, ce n'est pas vrai à 100%. C'est ce que la recherche, la science, la littérature a pu constater dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Alors, la littérature démontre que les pères ont besoin de se sentir reconnus dans l'importance de leur présence et dans le développement de leur enfant parce que l'implication reconnue du père peut avoir des effets au niveau émotionnel, comportemental et psychologique positifs chez leur ado. Donc, en d'autres mots, à chaque fois que maman reconnaît, ou même ça peut être les parents de ce papa-là, à chaque fois que quelqu'un reconnaît la valeur de son implication, à chaque fois qu'il se sent supporté
dans son implication, ça a un effet sur lui parce qu'il veut s'impliquer davantage et ça a un effet positif sur les enfants. Alors, vous allez me dire, oui, mais les mamans aussi ont besoin d'encouragement. Mais les mamans ont besoin d'encouragement, c'est vrai, mais ce que les mamans ont davantage besoin, c'est de se sentir soutenues, sentir que leur partenaire s'implique. Et c'est ça qui est la nuance, et ce sont ces nuances qui font la différence. Et sur ça, eh bien, il y a des auteurs qui se basent sur une recherche qui a impliqué 200 familles américaines. Et cette recherche-là a démontré qu'un plus grand engagement paternel à l'adolescence prédit une plus faible réponse de stress chez les jeunes adultes. Et ce qui est encourageant de ça, c'est que le résultat était le même pour les pères biologiques et pour les pères adoptifs. Donc, même si vous vous dites, non, ben moi, je ne suis pas le père biologique, mais je m'investis, je suis présent, je suis attentif, je suis concerné, mais ça va avoir les mêmes résultats. Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, l'apport positif des pères vient du fait qu'ils vont encourager la prise de risque calculée et la prise de responsabilité de leurs jeunes. Donc, c'est important. Les papas ont tendance à vouloir responsabiliser les jeunes et à les amener à prendre des risques calculés, des risques sécuritaires. Et ça, c'est important. Ça, c'est la caractéristique masculine au niveau de la paternité. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que les papas ont davantage de facilité à vivre le détachement face à leur adolescent. Ils ont plus de facilité que leur mère à se détacher. Alors, certains vont dire, ouais, mais là, puisque tu es détaché, tu es peut-être moins émotionnellement impliqué. Pas nécessairement. Puis les jeunes ont besoin, et c'est pour ça que souvent un jeune va attribuer du respect envers le parent qui est un peu plus détaché. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas autant manipuler. Il y a moins d'espace. Sa marge de manœuvre est plus limitée. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait cet équilibre. Hein? L'expression bon cop, bad cop, ça ne veut pas dire d'être méchant en tant que papa. Ça veut dire d'être capable d'avoir un pas de recul et de dire, regarde, non, là, ça suffit. Maintenant, non, je t'ai entendu, mais c'est non. D'avoir cette distance qui amène cette saine fermeté au temps convenable. Et c'est perçu dans la littérature comme une force dans la relation parce que, justement, qu'est-ce que ça fait? Ça amène le respect. Et ça amène aussi papa à ne pas se laisser submerger par les élans émotifs de son adolescent ou de son adolescente, cas échéant. Maintenant, ce qui arrive, c'est que dans cette relation-là, il y a aussi des dangers pour papa. Hein? J'ai démontré les bienfaits, mais il y a aussi des dangers. Il y a 4 facteurs qui alimentent une malsaine distance entre l'ado et son parent. Maintenant, d'avoir une certaine distance, un recul, un certain détachement émotionnel au moment opportun, ça ne veut pas dire de toujours être émotionnellement détaché. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on sent que notre adolescent veut nous manipuler, veut mentir, est ratoureux, c'est là que c'est le temps de mettre en valeur ce détachement-là. Maintenant, lorsqu'il est exagéré, ce détachement-là, ça a des éléments négatifs. C'est pour ça que l'équilibre est toujours de mise et c'est pour ça que la nature fait bien les choses et notre Créateur nous a bien créés parce qu'on a les deux pôles, dans normalement une famille qui est, comment dirais-je, une famille équilibrée. Maintenant, une maman qui dit, oui, mais moi j'élève mes enfants seuls. Mais justement, on peut avoir accès, par exemple, si on fait partie d'une communauté, d'un groupe, d'avoir des papas substituts. Donc, ce n'est pas nécessairement un conjoint, ce n'est pas quelqu'un avec qui on habite ou on veut développer une relation amoureuse,
mais c'est quelqu'un qui est significatif, qui joue un rôle, un apport masculin dans la relation. Et ça a des effets bénéfiques. Maintenant, il y a 4 facteurs qui alimentent une malsaine distance entre l'ado et son parent. Et moi, je peux dire que j'ai tombé dans ces 4 panneaux-là. OK? J'ai vraiment passé à côté parce que j'ai mis en pratique ce qu'il ne fallait pas. J'ai mis en pratique ces 4 erreurs-là. Premièrement, exiger la perfection. Parce que moi, je suis de foi chrétienne et je veux honorer Dieu. Je m'attends à la perfection de mes enfants. Et je ne suis même pas capable moi-même de la livrer, cette perfection-là, puis je l'attendais de mes enfants. Ça n'a pas de sens. Maintenant, et même Dieu ne s'attend pas à ce que je sois parfait. Il s'attend tout simplement à ce que j'avoue mes fautes. Alors, exiger la perfection, c'est très exigeant. Et même, le conseil qui nous est donné, c'est de ne pas pousser à l'exaspération nos enfants. D'accord? Alors, il y a un homme du nom de Mark Gregston qui animait un séminaire, OK? Il formait des parents et puis il les équipait dans leur rôle de parents. Et il a demandé à chaque participant d'envoyer ce message à leur ado. Penses-tu que j'attends de toi que tu sois parfait? Alors, il dit, textez à votre enfant puis votre ado, puis posez-lui cette question-là. Alors, au bout de 5 minutes, ce qu'on nous rapporte, c'est que tous les téléphones dans l'auditorium se sont mis à vibrer et environ 95% des adolescents avaient répondu oui. Oui à la question, penses-tu que j'attends de toi que tu sois parfait? C'est énorme. Et si j'avais été là, j'aurais fait partie des 95%. Ça, c'est sûr. Alors, l'idée, c'est qu'on veut le meilleur pour eux. Mais lorsqu'on place nos enfants devant des standards inatteignables, sans s'en rendre compte, on les pousse à vouloir baisser les bras. On les décourage. Au lieu de les stimuler, au contraire, à ce moment-là, on les amène à désespérer. Certains d'entre eux vont se rebeller, d'autres vont couper les ponts une fois qu'ils sont adultes, une fois qu'ils ont quitté la maison, soit d'une manière passive ou active. Donc, une manière passive en n'appelant pas, en ne gardant pas contact, en ne répondant pas aux appels, en étant distant, absent, ou d'autres, d'une manière très claire et catégorique, je ne veux plus rien savoir de toi. Ou certains vont continuer à bien aller, la relation va être là, mais ils vont se donner à l'extrême dans différentes activités. Ça peut être dans l'exercice, ça peut être dans le travail, ça peut être dans plein de choses. Ça peut être même dans l'engagement à l'Église, d'une manière démesurée. Alors donc, exiger la perfection. Ça, je peux lever la main, j'ai été là. Deuxièmement, avoir une attitude critique. J'ai été là. Voir le mal partout, le danger partout. Si, par exemple, votre enfant s'habille d'une manière qui ne vous convient pas, puis là, vous levez les yeux dans les airs. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas les laisser faire. C'est dans l'attitude, c'est dans l'approche, c'est dans la façon. C'est comme si on attaquait leur personne et non pas leur comportement. Et c'est ça qui leur fait mal. Lorsqu'on utilise la Bible pour moraliser nos enfants, ou on leur donne moins d'affection, on les câline moins, on les complimente moins parce qu'il y a des petits éléments qui nous dérangent. C'est comme s'il y a une guerre passive qui s'installe. Alors, c'est important qu'on verbalise nos préoccupations. Premièrement, en dehors des temps de conflit, sous forme de discussion, sous forme d'échange, en étant à l'écoute, en écoutant leur point de vue. Moi, je mettais mon poing sur la table et je disais, je ne suis pas d'accord. Mais pensez-vous qu'il y avait le goût de s'exprimer ouvertement? Et évidemment, non. Je leur coupais les ailes. Alors, oui, il est important de valoriser ou de verbaliser nos préoccupations, mais le défi, c'est de ne pas rabaisser notre enfant. C'est pas ça qu'on veut. On veut adresser certains comportements et, comme je le disais, idéalement en dehors des temps de conflit. Mais ce que ça demande, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être ouvert, c'est de ne pas interrompre notre jeune puis essayer de le corriger à tout point. Comme le disait
un des parents chez qui mes enfants allaient souvent, eh bien, il m'a donné un conseil de sagesse. Il m'a dit, Éric, choisis tes batailles. Essaye pas de gagner chacune des batailles. Et il y a une chose aussi, on n'a pas besoin de donner systématiquement à chaque fois notre avis. Souvent, ils le savent, dans leur conscience, spécialement si on a été bien présent au niveau de l'éducation et des valeurs entre 0 et 6 ans et que tranquillement, on a répété certaines consignes, certaines valeurs, mis l'accent sur certains points, inévitablement, lorsqu'il est rendu à 12, 13, 14, 15 ans, il va s'en rappeler, croyez-moi. Maintenant, s'il vous demande votre opinion, ça c'est plutôt rare parce que souvent il le sait, mais c'est important de lui rappeler, tu sais, on n'a pas la même vision des choses, hein, toi puis moi, et parce que moi, j'ai comme 25 ans d'expérience de vie en avant de toi, mais il y a une chose que je veux que tu saches, c'est que je t'aime. Puis, on ne pensera pas toujours de la même façon, mais on peut toujours apprendre à s'aimer par contre. Tu sais, lui parler sur ce ton-là. Alors ça, c'est important pour qu'il soit réceptif. Le troisième point, donc le premier, exiger la perfection. Le deuxième, avoir une attitude critique. Le troisième, oh que je vois que le temps file, il faut que j'accélère un peu la cadence. Alors le besoin de contrôle. Parfois, le désir de protéger notre enfant se transforme en contrôle. Et souvent, leur rébellion, c'est une façon d'essayer de dire « donne-moi de l'espace ». Je veux prendre plus de place. Je veux expérimenter. Et donc, à ce moment-là, c'est important. Est-ce que j'essaie de le contrôler? Et qu'est-ce qui est derrière mon contrôle? Est-ce que ce sont des peurs? Parce que si c'est la peur, là, à ce moment-là, souvent, ça va nous amener à être abusif dans le contrôle. On ne sera pas en mode protection. On va être en mode de se rassurer. Et c'est ça qui est le danger. Je veux me rassurer en étant sévère. Je veux me rassurer que mon fils, ma fille ne deviendra pas X, Y, Z. Ça aussi, j'étais là sur certains aspects. La négativité permanente. J'étais toujours de mauvaise humeur, moi, quand je me levais. J'étais toujours de mauvaise humeur parce que mes enfants se laissaient traîner, parce que mes enfants rouspétaient, parce que mes enfants ne faisaient pas ce que je demandais, parce que mes enfants ne voulaient plus visiter les grands-parents. J'étais toujours de mauvaise humeur parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis quand ce n'était pas à cause de mes enfants, bien, c'était parfois à cause du travail. Alors, la négativité permanente, ça cause des dommages. C'est important qu'il y ait une atmosphère dans la maison qui est conviviale, qui a de la joie, qui a de la vie. Et c'est pour ça que souvent, l'atmosphère va se dégager comment? Quand nos enfants, nos adolescents particulièrement, n'invitent pas les amis chez nous. Ça, c'est un signal. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais je vous dis, c'est un indicateur. S'ils n'invitent jamais des amis chez vous, c'est parce que peut-être qu'ils n'aiment pas l'atmosphère puis ils se sentent mieux ailleurs. Et vous savez, la meilleure façon, le meilleur moyen pour que votre jeune se referme, c'est d'être toujours là en train de le critiquer. Et moi, là, ma première femme, parce que ma première femme est décédée, la mère de mes enfants, me disait toujours, « Éric, tu as le droit de les reprendre, tu as le droit de les corriger, de les enseigner. Mais ce qui te manque, c'est de les encourager. Tu les encourages jamais. » Et pour moi, c'était quelque chose, je trouve ça difficile parce qu'ils font souvent des erreurs. Mais c'est parce que je ne remarquais pas les bons coups. Mes yeux étaient focusés sur leur erreur. Et personne ne veut passer du temps avec des gens qui sont constamment négatifs. On veut rarement, très rarement, écouter quelqu'un qui est toujours négatif, qui est toujours caustique. Et c'est pour ça que j'ai été celui qui exigeait la perfection. J'avais une attitude critique. Je cherchais à les contrôler pour être sûr qu'ils ne se perdent pas et qu'ils ne deviennent pas des mauvais adolescents. J'étais continuellement, très souvent négatif. Et c'est pour ça que c'est important de développer non seulement une relation saine avec nos jeunes pour les écouter, mais aussi avoir un mode de vie équilibré qui nous permet d'avoir cette distance-là, ce recul et cette joie intérieure qu'on veut leur communiquer. Alors,
En terminant, lorsqu'un couple reconnaît l'importance de l'implication des pères ou d'un père suppléant, parce que des fois le père n'est pas toujours là, comme je l'expliquais, eh bien, ce que ça fait, c'est que l'équipe parentale peut renforcer la relation parent-adolescent et favoriser le bien-être de leur ado. Donc, ça commence comment? En encourageant. Ça commence par maman qui encourage papa. Ça commence par maman qui encourage ce papa substitut en le remerciant, en reconnaissant l'apport positif qu'il peut avoir. Mais ce qui est important par-dessus tout, c'est de travailler en équipe, de trouver sa place dans l'équipe pour créer un environnement familial qui est harmonieux où chaque membre de l'équipe, chaque membre de la famille se sent soutenu et valorisé. Et ça, c'est un gros défi. Et c'est pour ça que quand on adopte une approche empathique, proactive, les parents peuvent jeter les bases d'une relation parent-adolescent solide et épanouissante parce que les jeunes vont être de plus en plus heureux et de plus en plus équilibrés. Alors, je vois que le temps file. On va poursuivre la semaine prochaine avec la relation père-fille, père-adolescente, comment papa doit transiger avec une adolescente, et la semaine suivante, la relation père-fils. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Si vous voulez poursuivre la discussion, poser des questions, débattre, échanger, eh bien, je suis ouvert à vos commentaires. Il suffit de m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission parce que vous désirez qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, vous écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Au revoir.